Salut les copains. Alors, aujourd'hui, deuxième épisode des FAQ Fontesque, où je réponds aux questions que vous m'avez envoyées sur Insta ou que vous avez laissées dans les commentaires du Q&A précédent. Donc là, je tourne ma vidéo pendant ma séance, mais je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions entre mes séries. Comme d'habitude, si je ne réponds pas à votre question, ne vous inquiétez pas, je n'oublie personne, je vois toutes vos questions. C'est juste que je ne peux pas répondre à tout le monde dans la même vidéo, sinon on va se retrouver avec des vidéos d'une heure et demie. Et du coup, j'y répondrai dans un prochain Q&A. Et évidemment, comme d'habitude, je fais ces petites questions-réponses pour pouvoir répondre un peu en surface à certaines des questions que vous vous posez et pour pouvoir vous donner des pistes de réflexion sur votre entraînement, sur la nutrition, etc., etc. Mais évidemment, il y aura des vidéos dédiées plus complètes pour chacun de ces sujets et pour toutes les questions que vous m'envoyez. Alors, première question d'Emeric. Le ratio Pendlero deadlift et le ratio OHP bench. Donc OHP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est overhead press, c'est grosso modo le développé militaire. Alors pour le ratio Pendlero deadlift, selon moi on ne peut pas en faire, tout simplement parce que c'est pas du tout les mêmes muscles qui font le mouvement. Pour le deadlift, c'est principalement la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers et on va dire le bas du corps en général. Et oui, il y aura de l'hypertrophie et un gain de force au niveau du haut du corps, au niveau des trapèzes, au niveau des lombaires et compagnie, mais au niveau du haut du corps, ça reste un étirement lesté. Ce qui fait gagner en force, en hypertrophie par exemple de vos trapèzes au deadlift, c'est l'étirement de la barre. Mais vos trapèzes ne font pas de mouvement pendant le soulevé de terre. Vous ne faites pas un shrug et vous ne faites pas une rétraction. Sur du pendlero et sur les rowing en général, certes il peut y avoir un petit peu d'aide du bas du corps, mais ça reste principalement un exo haut du corps qui va travailler donc les dorsaux, les trapèzes, l'arrière d'épaule, les fléchisseurs du coude, donc ça dépend aussi selon votre prise et compagnie, mais grosso modo ça va être un exo haut du corps. Et sur le bas du corps, à l'inverse, sur du pendlero, sur du rowing bar et compagnie, cette fois-ci c'est le bas du corps où ce sera de l'isométrie. Donc en fait, côté chaîne postérieure, elle sera recrutée mais en statique. Donc en fait c'est un petit peu l'inverse d'un soulevé de terre. Et du coup on ne peut pas faire de ratio. Il y a des gens qui seront très bons en rowing, qui seront très mauvais en soulevé de terre et inversement. Et il y aura également des gens qui seront très bons sur les deux mouvements. Mais il n'y aura pas de transfert absolu et immédiat de l'un vers l'autre. Par contre, pour le ratio OHP bench, là, il y aura beaucoup plus de transferts, tout simplement parce que sur le développé militaire, on va dire les muscles principaux, ça va être les épaules et les triceps. Et sur du bench, on aura en muscles principaux les pecs, les épaules et les triceps. Donc on aura quand même deux groupes musculaires en commun et donc il y aura quand même un bon transfert de l'un sur l'autre. Du coup, ce sera extrêmement rare que quelqu'un rajoute par exemple 30 kg sur son développé militaire et 0 kg sur son bench. Généralement, ça n'arrive pas. Si vous avez un gros level up de force sur votre OHP, même si vous ne taffez pas ou peu votre bench, normalement, vous serez plus fort sur le bench aussi. Et inversement. Évidemment, il y aura certains cas où il y aura plus de transfert entre les deux exos. Donc notamment, si vous êtes plutôt faible sur le tiers ou sur la moitié haute de votre bench, vous aurez généralement plus de transfert bench OHP que si vous êtes très faible sur le bas de votre bench. Donc là où il y a beaucoup plus de pectoraux. Donc encore une fois, il n'y aura pas un ratio exact, mais j'ai souvent vu passer, par exemple sur des pages de powerlifting et compagnie, des trucs qui disaient que si votre OHP est en dessous de 60% de votre bench, vous avez possiblement un retard d'épaule. Après, encore une fois, selon moi, c'est du cas par cas. Le plus important, c'est surtout de savoir qu'il y a du transfert entre les deux mouvements, surtout si vous êtes plutôt faible sur la partie haute du bench. Alors, question suivante de Martin. Une idée pour quand même faire du squat sans se casser le dos malgré des fémurs v'là huge. Donc généralement dans le fit game on entend assez souvent que si quelqu'un a des fémurs très longs, il va être obligé de se pencher fortement vers l'avant en bas d'un squat et du coup il sera beaucoup plus à risque de se faire mal au dos. Et il y aura même des gens extrémistes qui diront qu'il ne faut pas faire de squat si on a des longs fémurs et tout le blabla. Alors selon moi c'est bien évidemment faux. On peut faire du squat même avec des longs fémurs, on peut être fort au squat même avec des longs fémurs, mais comme d'habitude il faut y aller progressivement, il faut respecter la non-douleur, il faut se conditionner correctement. Il ne faut pas négliger le travail de mobilité. C'est pas parce que vous avez un désavantage morpho-anatomique que vous ne pouvez pas un peu le compenser avec la mobilité ou que vous devez négliger la mobilité. Au contraire, ne soyez pas morpho-fataliste. Donc si vous avez déjà une mauvaise morpho de base, essayez d'optimiser au maximum la mobilité pour compenser un petit peu ça. Un autre point qui peut aider, ça peut être d'adapter votre type de squat, d'adapter la variante de squat que vous utilisez, de changer le style de squat. Par exemple, d'avoir un écartement des jambes plus large, ça vous permet d'être mieux placé
ou de plus descendre, etc. Ça peut être de changer votre style de squat, par exemple de passer sur de l'high bar, sur du low bar ou entre les deux, selon ce qui vous convient le mieux. Et ça, c'est pas que pour les fémurs longs, hein, c'est valable pour tous les cas, toutes les morphologies. N'hésitez pas, évidemment avec des poids légers, à jouer entre différentes variantes de squat pour voir ce qui vous convient le mieux à vous. Après, un autre point crucial selon moi, c'est de très bien maîtriser le concept de tension globale sur le squat et surtout la manœuvre de Valsalva. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je foutrai ici. Et si vous faites du squat et du soulevé de terre et que vous ne savez pas ce qu'est la manœuvre de Valsalva, je vous conseille très fortement d'aller la voir parce que c'est selon moi beaucoup plus important que votre positionnement et que votre placement technique pour ne pas se faire mal au dos. Dites-vous bien qu'en soi, ce n'est pas le fait d'avoir le buste parallèle au sol, d'être très penché qui est problématique, ni même d'avoir du butt wing. Ce qui est problématique, c'est de ne pas être assez conditionné ou de ne pas avoir assez de tension dans ces positions-là. C'est comme ça qu'on se fait mal. Ce n'est pas le fait de se pencher en avant qui va automatiquement vous blesser. Si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez déjà vu faire des exo-bustes très penchés ou dos complètement arrondi, par exemple du Zercher deadlift, extrêmement lourd, et je ne me blesse pas, tout simplement parce que j'y vais progressivement, je fais les exos qu'il faut pour me conditionner, et j'ai une bonne manœuvre de Valsalva. Idem, j'ai un de mes élèves qui est monté à 200 kg sur du good morning en moins d'1 an de coaching, ce qui est vraiment très très lourd sur cet exo. Et le concept du good morning, c'est de volontairement chercher à se pencher très fortement. Et quand il le fait, il n'a pas de douleur au dos, malgré le fait qu'il ait des fémurs longs, et justement, ça l'aide à être extrêmement serein sur son squat, sur son rack pull, etc. Donc voilà, pour résumer, vous ne pouvez pas changer votre morpho-anatomie, vous ne pouvez pas changer la longueur de vos fémurs. Par contre, vous pouvez travailler sur votre technique, sur votre mobilité, ajuster la prise, changer de type, de variante, travailler sur votre tension globale, sur votre manœuvre de Valsalva pour avoir un dos plus rigide, y aller progressivement, respectez la non-douleur, respectez la progressivité, écoutez votre corps, conditionnez-vous, faites des exos santé pour le dos. Et enfin, un dernier point, sachez qu'aucun exo n'est indispensable. Donc si vous sentez que le squat n'est pas adapté à votre morphologie ou à votre cas pour l'instant, ou si vous sentez que vous n'avez pas le conditionnement ou pas la bonne technique, ou que vous vous sentez tout simplement pas à l'aise sur l'exo, eh bien faites un autre exo. Il y a plein d'exos jambes efficaces, il y a plein d'exos quadri fessiers efficaces, et il y a plein d'exos qui mettront beaucoup moins de pression sur le dos, qui demanderont moins de mobilité, qui seront plus adaptés à des fémurs longs, etc. etc. Donc n'ayez pas peur de faire autre chose temporairement ou même sur le long terme. Alors, question suivante de Brandon. Comment réussir à décompresser une cheville et décompresser un genou? En tirant dessus, tout simplement. Ça paraît un peu con comme réponse, mais en soi, une décompression articulaire, c'est juste tirer sur une articulation. Donc en fait, les décompressions de poignet que j'avais montré dans ma vidéo de l'époque, en fait, c'est qu'on tirer sur le poignet pour le décompresser. Quand on fait une décompression de colonne, par exemple à la barre de traction ou la décompression que j'avais montré pour la colonne avec l'élastique, c'est soit la gravité ou soit l'élastique qui va tirer sur les jambes pour décompresser le dos. Quand on fait une décompression d'épaule, c'est qu'en fait on utilise par exemple un élastique pour tirer sur le bras, et en fait généralement une décompression articulaire, ça va être tout simplement avoir quelque chose qui va tracter l'articulation, donc que ce soit votre force à vous, donc par exemple avec l'autre main, que ce soit la gravité, des poids ou un élastique. Du coup j'essaierai de faire des vidéos sur plusieurs types de décompression pour donner des exemples. Alors ensuite CL500 V8 demande le meilleur programme pour faire chaque muscle 2 fois sur une semaine, s'il te plaît. Eh bien, pour moi, c'est la périodisation concurrente. C'est le type de programmation que je mets tout le temps en avant. C'est ce que j'utilise pour moi. C'est ce que je fais faire à la quasi-totalité de mes élèves. Donc, c'est ce que je conseille. Après, si tu parles d'un programme pour faire chaque muscle 2 fois sur une semaine séparément, ça serait plutôt le concept du split, mais selon moi ça a beaucoup de désavantages et beaucoup de lacunes, et donc je ne recommande pas. En périodisation concurrente, forcément pour mettre moins d'exos que sur du split pour chaque muscle, mais l'avantage c'est qu'on a des cycles et que du coup ça peut permettre quand même de tout à fait sur plusieurs cycles. Ou alors il y a l'autre solution qui peut être de faire du half body en périodisation concurrente, ce qui permet d'avoir donc 4 séances par semaine, 2 fois haut du corps, 2 fois bas du corps, et donc de mettre plus d'exercices et pouvoir taffer plus de groupes musculaires 2 fois par semaine. Alors, 00 demande quels exercices conseilles-tu pour améliorer sa posture? Aucun, parce que ça dépend de la posture que tu as. Il y a des gens qui auront le cou
trop vers l'avant, il y a des gens qui auront une épaule plus haute que l'autre, il y a des gens qui auront une scoliose, il y a des gens qui auront plus de rotation d'un côté que de l'autre, il y a des gens qui auront une kyphose, il y a des gens qui auront une lordose. Et du coup, forcément, les exercices de correction posturale ne seront pas les mêmes pour tous ces gens-là. Sachant qu'après, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont dire que ça sert à rien de corriger sa posture, qu'une mauvaise posture n'est pas problématique. Il y a d'autres gens qui disent qu'il ne faut pas forcer une posture, il y a d'autres gens qui disent qu'il faut forcer une posture. Et il y a d'autres gens qui vont faire la promotion de la correction posturale. Donc, si jamais tu veux corriger ta posture, je peux te conseiller par exemple d'aller voir Christophe Cario qui en parle pas mal par exemple dans son livre Un corps sans douleur. Personnellement, pour avoir testé, j'avais réussi à corriger pas mal ma posture. Et du coup, sans rentrer dans le débat de est-ce qu'il faut corriger ou pas sa posture, si jamais ça t'intéresse, que ce soit pour des questions de santé esthétique ou peu importe, tu peux essayer d'aller creuser par là-bas. Et comme d'habitude, dans le futur, j'essaierai de faire des vidéos plus détaillées sur le sujet. Alors, question suivante, Tounzi demande, est-ce qu'il y a une différence de récupération entre dormir de 22h à 6h ou dormir de 4h à midi? Et du coup, non, tant que tu es habitué à ce rythme et que c'est des horaires de sommeil réguliers. Il y a souvent des gens qui vont te dire qu'il y a un rythme circadien et qu'il y a des heures qui sont plus réparatrices que d'autres, mais ça, c'est seulement chez les lambda, chez les gens normaux. Mais si tu as pour habitude de te coucher très tard, régulièrement, ton corps va s'adapter, ton cycle circadien va s'adapter. Par exemple, moi je sais que je suis plutôt un oiseau de nuit, j'ai tendance à travailler tard, à traîner tard, à me coucher très tard et également à me lever tard et ça me pose aucun souci de récupération, aucun souci pour m'entraîner, etc., etc. Donc le plus important, c'est que ce soit un cycle auquel tu sois adapté et qui te convienne. Un point qui sera plus important selon moi que les horaires, ça va être un peu tout ce qui va être la gestion des sources lumineuses. Mais ça, j'en parlerai en détail dans une vidéo dédiée. Alors, question suivante de Romain. 3 questions du coup. Depuis combien de temps t'entraînes-tu? J'ai commencé à m'entraîner à 15 ans parce que je me trouvais extrêmement maigre. Donc j'ai commencé par de la musculation au poids du corps avec une méthode poids du corps très connue et assez mauvaise. Et du coup, je réponds en même temps à la deuxième question, quel âge as-tu? Là, j'ai 29 ans, je vais sur mes 30 et du coup, en tout, ça fait 15 ans que j'ai commencé à m'entraîner, mais je n'ai pas fait 15 ans de musculation. Dans ces 15 ans, il y a eu des périodes où je faisais que des sports de combat, donc par exemple plusieurs années de boxe thaï, de la boxe anglaise, de la boxe française, plusieurs années de Krav Maga, il y a eu une courte période où j'ai fait du parcours, j'ai fait un peu de crossfit, parfois un peu du sport en mode freestyle où je faisais du MMA avec des potes, etc. Et surtout, il y a eu beaucoup de phases d'aller-retour un petit peu dans la pratique sportive où je commençais un sport, où je me mettais à la musculation, puis je m'arrêtais pendant 6 mois, 1 an, souvent parce que j'étais blessé. Donc on va dire dans les 15 ans, il y a eu au moins 4 ans de blessures, je dirais. Et sinon, je m'entraîne sérieusement et non-stop sans me blesser depuis peut-être 2017, je dirais. Et je dirais que j'ai commencé la périodisation concurrente peut-être autour de 2018. Et après, dans cette période, il y a eu beaucoup d'expérimentation côté entraînement également. Donc à une époque, je faisais que du poids du corps, puis j'ai fait de la salle, mais je faisais n'importe quoi, donc je me suis blessé. Puis après, des années plus tard, j'ai testé le street, mais je faisais n'importe quoi. Donc je me suis blessé. Puis retester la salle, etc., etc. Donc en fait, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de pertes de temps. Et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai créé la chaîne, justement pour faire la synthèse de tout ce que j'ai appris, de toutes mes erreurs, pour vous éviter de vous blesser, de perdre votre temps, etc., etc. Car clairement, si je m'étais entraîné 15 ans comme je m'entraîne maintenant, je serais le maître du monde actuellement. Et enfin, dernière question de Romain. Comment faire une montée en charge efficace sans se fatiguer prématurément? Très bonne question, très pertinente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça mal. Donc en effet, faire des séries montantes sur ces exercices, c'est impératif, c'est extrêmement important pour ne pas se blesser, pour bien s'échauffer, pour perfer au maximum de ses capacités. Mais il faut tomber dans la bonne fourchette pour en fait s'échauffer suffisamment, réveiller suffisamment les tissus, réveiller suffisamment le système nerveux, mais ne pas trop en faire pour ne pas se préfatiguer et du coup pour ne pas impacter négativement ses perfs. Donc ça, je ferai une bonne vidéo bien détaillée sur tout ça parce qu'il y a plein de petites techniques et plein de petits trucs à dire. Mais en règle générale, ce que je dis souvent aux gens, c'est de prendre votre perf max à un poids donné, la diviser par 2 et arrondir au chiffre du dessous. Donc par exemple, si vous voulez monter à 60 kg traction et qu'en passant vous voulez faire une série d'échauds à 30 kg, imaginons que vous êtes capable de faire 10 reps à 30 kg, vous prenez 30 kg, vous divisez ça par 2, ça vous donne 5 répétitions et vous faites une rep de moins. Et du coup, ça vous donne 4 répétitions. Et du coup, selon moi, faire 4
5 répétitions à 30 kg pendant vos séries montantes, c'est une bonne fourchette. Vous êtes suffisamment loin de votre record pour que ça ne vous préfatigue pas, même si vous êtes dans un jour où vous n'êtes pas au top, donc normalement vous aurez une bonne marge, mais vous faites quand même suffisamment de reps pour bien sentir le poids, bien vous échauffer, bien réveiller le nerveux. Évidemment, ça pour moi c'est une règle un peu arbitraire. Comme d'habitude, ça se fait selon le feeling, mais c'est pour vous donner une idée globale. Donc par exemple, si vous êtes capable de faire 20 kg x 15, vous pouvez facilement monter à 6, 7, 8 reps sans trop vous inquiéter. Par contre, commencez à faire 10, 11, 12 reps, donc nettement au-dessus de 50% de votre max, il y a un risque de vous préfatiguer. Il y a un risque si vous êtes dans un mauvais jour. Si votre PR à 20 kg c'est de faire 15 reps dans un bon jour, et bien peut-être que dans un mauvais jour, vous serez capable d'en faire que 11, et du coup s'échauffer avec 9, 10, 11 reps, ce sera risqué. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de monter à 50% de vos perfs. Par exemple, si votre première série, c'est du poids du corps sur des dips et que vous êtes capable de faire 60 dips au poids du corps, vous n'êtes pas obligé de monter à 30 dips pour bien vous échauffer. Vous pouvez en faire que 8, 10 et après passer à la suite. Donc comme toujours, ça dépend, il faut s'adapter. Un autre point clé à connaître pour bien faire ces séries montantes, c'est que vous voulez essayer de garder une vélocité importante sur vos répétitions. Donc vous voulez que vos répétitions soient fluides, avec une bonne vitesse. Vous voulez éviter au maximum d'arriver au stade où vos répétitions vont accrocher, où ça va commencer à freiner dans un sticking point, dans la partie difficile. Parce que là, ça veut dire que vous commencez à grinder et donc que vous gâchez de l'énergie inutilement, que tout simplement, vous êtes poussé trop loin sur vos séries d'échauffement. Je ne vais pas parler des séries de potentiation pour rester bref, parce que ça reste un Q&A où j'essaie de faire des réponses assez compactes, mais ça, j'en parlerai dans la vidéo dédiée sur le sujet. Et enfin, dernière série de questions de Anton avec 5 questions. Donc beaucoup de questions pour une seule personne. Mais Anton est un fidèle de la chaîne qui commente toutes mes vidéos et du coup, il a le droit. Donc soyez plus comme Anton, commentez mes vidéos pour me permettre de devenir riche et donc de vous faire plus de vidéos. Et donc devenir encore plus riche. Donc, première question de Anton. J'avais déjà vu une vidéo où tu avais fait un Pelican Curl One Arm. Comment as-tu progressé dans le mouvement de Pelican Curl? Eh bien, principalement en faisant du Pelican Curl classique, donc sur plein de rep range différents, donc améliorer ma force, améliorer mon volume, améliorer mon endurance. On peut se lester sur le Pelican Curl, on peut augmenter l'inclinaison du corps pour rendre ça plus dur, et également avec du curl incliné. Donc l'avantage du curl incliné comparé au Pelican Curl et compagnie, c'est que c'est nettement plus facile à traquer. Il suffit juste d'avoir la même inclinaison de banc et si vous rajoutez 1 kg, vous savez que vous avez progressé. En soi, le Pelican Curl à un bras, c'est un peu comme les pompes à un bras et comme beaucoup de mouvements à un bras. C'est plus compliqué à traquer parce qu'il peut y avoir beaucoup de compensation. Donc il peut y avoir du twist du corps, il peut y avoir du side, etc. Et du coup, généralement, je trouve que la meilleure stratégie pour débloquer ce genre de mouvement, comme pour les tractions à un bras versus traction lestée, c'est d'améliorer la version à 2 bras lestée ou faire un exo qui a énormément de transfert et qui est facile à traquer. Donc dans ce cas-là, du curl incliné, voire du curl très incliné. Question numéro 2. As-tu des exos pour avoir des épaules 3D? J'ai des produits pour avoir des épaules 3D si tu veux. Mais quand on est nati, il y a quand même une grosse part de génétique et quand même une grosse part, on va dire, de morpho-anatomie, on va dire un peu la longueur de tes deltoïdes, la forme qu'ils ont de base. Donc il y a des gens qui ont quand même des épaules un peu plus plates que d'autres. Donc comme pour le biceps court versus biceps long, longueur des clavicules et tout, il y a quand même une bonne part de génétique selon moi. Et après, il y a aussi beaucoup de gens qui vont un peu faire des photos où ils auront des épaules très 3D en étant naturel, mais la pose et l'éclairage peut beaucoup jouer. Donc en fait, si on a les épaules vraiment le long du corps, ça aura vraiment tendance à pas trop faire popper les deltos. Alors qu'en fait, si on est un peu plus comme ceci, on a déjà beaucoup plus tendance à avoir des épaules rondes et donc il y a même beaucoup de gens quand ils vont tourner des vidéos et tout, ils vont toujours être un peu dans une position à la con pour faire sortir leurs épaules. Et après évidemment l'éclairage peut vraiment jouer en faisant un peu plus, en accentuant un peu le contraste, etc. Mais sinon pour essayer d'accentuer l'effet épaule 3D, c'est pas très... Enfin il n'y a pas 50 000 solutions. Le mieux, c'est tout simplement de développer fortement ses épaules et de voir ce que ça donne. Donc les 3 faisceaux, surtout le faisceau moyen et le faisceau postérieur. Généralement, le faisceau antérieur, il se développe pas trop mal avec tous les mouvements de presse classiques. Et normalement, si vous développez bien vos deltoïdes, vous aurez quand même un peu plus cet effet 3D si vous avez des bons deltoïdes latéraux et des bons deltoïdes postérieurs.
Mais voilà, quand même jusqu'à un certain point, vous n'aurez pas les mêmes deltos 3D que votre influenceur chargé préféré. Après, côté exo, deltoïdes efficaces, il y en a plein. Moi, on va dire pour développer les deltoïdes un peu dans leur ensemble, mes exos préférés, ça va être des variantes de développé militaire avec une prise assez ouverte. Et après, j'aime bien les facepools qui t'offrent pas mal ces deux faisceaux-là du deltoïde. Et après, selon vos préférences, vous pouvez rajouter des élévations latérales allongées, des élévations latérales à la poulie, de l'oiseau, etc., etc. Encore une fois, ça dépend de vous. Juste choisissez des bons exos pour les épaules et essayez de gagner en force et en level dessus sur plusieurs années. Et normalement, vous serez proche de votre potentiel max naturel côté épaules. Question numéro 3. Lorsque tu vas en vacances pendant longtemps, comment fais-tu pour garder ta force haut du corps? Idem que pour le bas du corps, je fais rien de particulier. Bon, déjà, je prends rarement des vacances, mais quand c'est le cas, ou quand j'arrête de m'entraîner pendant plusieurs semaines, en effet, je ne perds pas du tout en force, pas du tout en niveau. Et ça, c'est pour une raison très simple que je développerai plus en détail dans une vidéo spécifique. C'est que je m'entraîne pour avoir des gains durables. À l'inverse de beaucoup de gens qui vont avoir des programmes ou des modes d'entraînement qui ont tendance à faire des gains court terme, des gains un peu nerveux, même si c'est pas exactement... Enfin là je vulgarise beaucoup, mais en gros des gains un peu de picking, donc par exemple avec des méthodes de haute fréquence comme le Greasing the Groove, la méthode russe, les entraînements 5-6 fois par semaine avec beaucoup de travail de figure, tout ça, ça aura tendance à vous faire des gains rapides nerveusement, mais du coup dès que vous allez vous arrêter, dès que cette fréquence est élevée, vous allez la diminuer. Donc par exemple en arrêtant 2 semaines une figure, et vous allez voir vos perfs s'effondrer très rapidement, tout simplement parce que ce ne sont pas des gains durables. A l'inverse, avec la périodisation concurrente, avec la recherche de PR absolu sur le long terme, et surtout sur beaucoup de rep range différents, vous verrez que là, même si vous arrêtez complètement de vous entraîner pendant 1 mois, ou même si vous arrêtez de faire un mouvement spécifique pendant 6 mois, vous ne perdrez pas ou extrêmement peu en performance. Et selon moi, c'est une raison de plus qui fait que ce système d'entraînement est bien mieux que la plupart des systèmes d'entraînement qu'on voit par exemple dans le street workout, car certes, on n'a pas des gains aussi rapides que quelqu'un qui va faire des trails de figure tous les jours, mais on a des gains beaucoup plus durables, et sur le long terme, on a au final beaucoup plus de gains. Et surtout, on n'est pas obligé d'être en sueur dès qu'on se blesse 2 semaines ou dès qu'on arrête de s'entraîner 2 semaines en se disant qu'on va devoir après s'entraîner 2 ou 3 mois derrière pour retrouver son meilleur niveau. Ça, en périodisation concurrente, ça n'arrive jamais. Vous êtes toujours à votre meilleur niveau. Et chaque performance que vous validez, c'est comme un checkpoint dans un jeu vidéo, c'est validé. Si vous faites les choses bien, normalement, vous aurez toujours ces performances-là. Et un autre truc qui aide beaucoup à valider un petit peu ces checkpoints, c'est le fait de travailler sur beaucoup de rep range différents. En fait, améliorer son one rep max, c'est très bien, mais nous, en PC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer son one rep max, puis par effet de cascade, par effet de ruissellement un petit peu, on va également améliorer son 3 rep max, puis son 5 rep max, puis son 8 rep max, puis son 15 rep max, puis son 20 rep max. Et en validant un peu tous ces rep range-là, en fait, on solidifie son niveau et on le rend beaucoup plus durable, tout simplement. Donc voilà, je sais que si je dois arrêter de m'entraîner pendant plusieurs semaines, je suis extrêmement serein parce que je sais que je vais rien perdre. Et même si je perds un tout petit peu, dans tous les cas, avec la mémoire musculaire, ça reviendra en quelques séances. Alors, 4e question, si c'est pas indiscret, tu fais quel travail parce que tu as un super home gym? Je sais que tu avais déménagé aussi, donc tu dois quand même bien gagner et t'es blindé de super équipement. Alors, pour le travail, eh bien, je fais du coaching, tout simplement, pour former l'élite de demain. Donc que ce soit à distance ou dans mon donjon ici présent. Et sinon pour le home gym et pour l'équipement, il faut savoir que j'ai accumulé le gros de mon matos à l'époque où je travaillais dans un glacier à mi-temps en 20h, 24h, donc moins de 1000 € par mois. C'est juste que en fait j'ai monté le home gym petit à petit. Donc en fait, au début, j'avais vraiment quelques élastiques qui traînaient, une barre, 2 tapis et 2-3 conneries. Et avec le temps, en économisant, je me suis acheté un rack, je me suis acheté des parallettes, je me suis acheté un peu de fonte. Et en fait, tous les mois, au bout d'un moment, une fois que j'avais la base, donc un peu des tapis, le rack et compagnie, j'essayais d'acheter par exemple un disque de 20 ou 2 disques de 20 par mois pour accumuler du matos. Et petit à petit, un peu plus de gadgets, donc des gilets lestés, etc., etc. Mais on va dire le home gym s'est développé sur plusieurs années. Et en fait, au plus le temps passe, au plus j'accumule du matos. Et au plus mon home gym, du coup, est qualitatif. Mais à la base, j'ai commencé à faire mon home gym, j'ai fait le gros de mon home gym avec un petit salaire. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se
lancer. Si vous êtes un peu économe, si vous êtes patient, même avec un petit salaire, vous pouvez quand même vous faire un truc très quali en quelques mois. Et dernière question de Anton, en rapport avec la 4. Est-ce que tu as un bon plan pour se fournir des poids parce que c'est la Hesse? Malheureusement non. Donc si jamais quelqu'un a un bon plan pour trouver des poids, d'ailleurs, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un message parce que moi aussi ça m'intéresserait bien. Surtout que là j'ai en projet de level up justement le niveau de ma salle en achetant des poids de compétition, donc des poids calibrés, extrêmement précis, très fins, très qualitatifs, donc en fait me faire un set olympique parce que pour l'instant je suis sur du 28 mm, mais le problème c'est que ça coûte une énorme blend, et du coup si je veux me faire un set de 300 kg, je crois que j'en ai pour un peu plus de 3000 balles si je prends du neuf et du disque de compétition. Donc si jamais quelqu'un a un bon plan, un magique, qu'il n'hésite pas à me le partager, et en échange je lui apprendrai comment avoir une traction à 200 kg. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui pour les questions, parce que de mon côté il est déjà 22 h. Donc comme d'habitude, si j'ai pas répondu à votre question, vous inquiétez pas, votre tour viendra. Et si jamais vous avez des questions à me poser pour une prochaine FAQ, comme d'habitude, posez-les dans la section commentaires pour que je les retrouve facilement. Et pour les autres demandes et compagnie, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta. Et sur ce, je vous dis à plus.